bienvenue à tous. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui nous écoutent. Je suis Jean-Marc Germain, enseignant à l'École nationale des ponts Paris-Tech et conseiller du directeur général de l'INSEE, chercheur aussi sur les questions d'inégalité. Mais aujourd'hui, j'aurai le rôle de modérateur. Donc, nous aurons des intervenants que je présenterai tout à l'heure qui vont faire une première présentation, puis des questions de la salle et pour ceux qui nous regardent en ligne. Donc vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche ou qui s'est affiché et donc envoyez des SMS au 07 67 77 62 22. Je les recevrai sur ma tablette et je relayerai vos questions avec une première salle de questions après nos intervenants et puis ensuite nos intervenants répondront et vous aurez l'occasion de réagir ou de poser des questions avant que nous concluons. Donc le thème de cette table ronde est éminemment important. Il s'agit de non seulement examiner les inégalités au plan national comme mondial, mais aussi sous un prisme un peu particulier qui est de regarder, et un peu inhabituel en matière d'inégalité, où on regarde les choses sur le plan monétaire, d'examiner, y compris quantitativement, combien les services publics contribuent à réduire les inégalités telles qu'elles sont formées par le marché au sens large du terme. Pour parler de cette question et donc au fond, cette redistribution élargie intégrant une valorisation des services publics, nous avons des invités prestigieux et je veux vraiment les en remercier puisque vous avez des meilleurs spécialistes, non seulement au plan national, mais même au plan mondial, qui travaillent sur cette question et qui ont porté des travaux très innovants. Et donc je vais commencer par Lucas Chancel, donc, qui est chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, enseignant à Sciences Po, et puis co-directeur du Laboratoire mondial des inégalités, qui est un laboratoire lié en France à la Paris School of Economics, et qui est, je vous invite vraiment à regarder leurs travaux, non seulement peut-être les seuls au monde à publier une vision des inégalités au plan mondial, y compris intégrant des pays en développement, mais aussi à produire des bases de données statistiques assez complètes et assez uniques. Donc, je voudrais passer la parole à Lucas Chancel, peut-être pour nous donner rapidement, puisqu'il aura 7 minutes comme tous les autres intervenants, un panorama des inégalités mondiales. Le WIL produit tous les 5 ans un rapport vraiment de grande qualité qui produit des données très intéressantes. Et puis ensuite, d'aborder notre sujet, notamment à partir de travaux qu'il a conduits avec des collègues, comparant deux continents qui ont des services publics très différents, et très différemment développés. Il s'agit des États-Unis et de l'Europe. Voilà, Lucas Chancel, donc je vous passe la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais entrer directement dans le sujet et commencer par un petit mot sur ce projet auquel faisait référence Jean-Marc, sur la mesure des inégalités sur le temps long et en perspective internationale, ce qu'on mène au laboratoire sur les inégalités mondiales, dont les quartiers généraux en quelque sorte sont à l'École d'économie de Paris et à l'Université de Berkeley en Californie, mais on travaille avec des centaines de chercheurs sur tous les continents. On essaye en tout cas le plus possible de travailler en lien avec les organismes statistiques nationaux comme l'INSEE. On a fait des travaux avec nos collègues de l'INSEE ici présents, dont on a été très heureux de participer à ces travaux. On travaille également avec des collègues de l'OCDE. On essaie de faire ça de manière collective dans la mesure où il nous semble qu'aujourd'hui, sur la mesure des inégalités, on pense savoir beaucoup de choses et on sait beaucoup de choses collectivement, mais il y a encore énormément de choses à apprendre. Et
la qualité de la statistique publique sur ces questions dans de nombreux pays dans le monde, si ce n'est la plupart des pays du monde, reste assez préoccupante. C'est-à-dire qu'on est toujours face à des difficultés de mesure des inégalités, notamment du fait de l'opacité du système financier international, de la difficulté de mesurer les flux d'un pays à l'autre, et notamment les revenus du capital. La France est un petit peu en avance par rapport à de nombreux autres pays sur ces questions, mais on a encore aussi du progrès à faire en France. Ça, c'était le premier point sur le topo général. J'ai déjà mangé la moitié de mes 7 minutes. Non, pas encore. Ensuite, sur la question des services publics, je voulais commencer par une petite perspective historique, une manière de mesurer l'importance des services publics dans une économie. Il y en a d'autres, mais une manière, c'est de regarder ce qu'on peut appeler le taux de taxation macroéconomique, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et des contributions sociales que les individus ont versées, soit à l'État, soit aux collectivités locales, soit aux caisses de sécurité sociale. Ce taux-là est aujourd'hui proche de 45-50% dans de nombreux pays européens, comme la France. On était, au début du XXe siècle, à environ 5%. Donc il y a une progression de 5% en 1900-1910, 30% en 1950, dans l'immédiat après-guerre, et ensuite une progression supplémentaire à 50% aujourd'hui en Europe continentale, 35% environ aux États-Unis. Et si vous regardez les pays les plus pauvres du monde, on est à peu près 5%. Donc les pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, par rapport à leurs recettes fiscales et ce qu'ils peuvent dépenser en services publics, et je vais tenter de définir un petit peu de quoi il s'agit, sont aujourd'hui, les pays les plus pauvres du monde, au niveau d'un pays comme la France en 1900-1910. Alors de quoi on parle ici ? Eh bien, commençons par le commencement. En 1900, fin 19e siècle, début 20e siècle, avec ces 5% du PIB prélevés par l'État et redistribués d'une certaine manière, on va essentiellement financer du régalien pur, justice, police et largement du militaire. Un petit peu d'infrastructure. Et au XXe siècle se développe la protection sociale sous ses différentes formes. Et donc aujourd'hui, sur ces 50%, eh bien, on a environ 10% sur du régalien pur. On a environ 10, 15, voire un peu plus, selon les pays, sur les retraites. On a environ 10% sur la santé. Encore une fois, il y a des variations entre pays. J'essaie de faire une moyenne ici entre pays européens. Et puis 10% sur les transferts sociaux. Pensez aux prestations familiales, pensez RSA, etc. Et 5 à 7% sur l'éducation. Et donc voilà, vous faites la somme de tout ça et vous arrivez à vos 45%, 50% du PIB qui est prélevé et qui est redistribué d'une manière ou d'une autre pour financer ces services publics, sachant que le prélèvement de cet argent, l'impôt lui-même, est un service public. Alors ensuite, est-ce que tout ça, ça va permettre de réduire les inégalités ? Réponse première, d'abord sur le temps long. Ce qu'on observe, c'est la progression, cette forte progression de 5% du PIB jusqu'à 50% du PIB se passe au cours du XXe siècle, précisément lors de cette phase de compression des inégalités de revenus et du patrimoine. Et elle va évidemment contribuer, cette forte progression de l'état social, des dépenses sociales, elle va contribuer à cette compression des inégalités de revenus de nombreuses manières. Et je suis sûr que les Michael de cette table ainsi que Thomas Fontaine vont donner des exemples plus précis sur le cas de la France. Mais en tout cas, sur le temps long, il a parfois été dit, notamment dans le discours économique et dans la théorie standard, qu'en fait, si vous allez prélever de l'argent sur le PIB, vous allez venir opérer une distorsion de marché et ça ne va pas être bon pour la croissance. Bon, en fait, sur la croissance a été très forte, 1950-1980, lors de cette phase de forte progression aussi de ces dépenses, de ces prélèvements et de ces dépenses sociales, et la compression des inégalités est également observée pendant ces phases.
Si on regarde aujourd'hui le panorama mondial des inégalités, ce qu'on observe, c'est que les pays qui ont ce plus haut niveau de prélèvement et ce plus haut niveau de dépenses sont aussi en général, il y a aussi toujours des variations, mais en général, sont les pays qui ont les niveaux d'inégalité avant impôt les plus bas. Et donc ici, c'est important d'introduire cette première distinction sur les inégalités avant l'opération de l'impôt sur le revenu ou des transferts sociaux que vous allez pouvoir, qui vont venir modifier votre revenu. Pourquoi ? Eh bien parce que ces services publics, ils vont avoir la capacité de venir jouer sur les inégalités, et là je ne suis même pas dans le non monétaire, je suis dans le monétaire, sur les inégalités avant impôt. Par exemple, l'éducation permet à chacun de bien se former, l'accès universel gratuit à l'éducation va permettre à chacun, et notamment aux enfants issus des catégories les plus populaires, d'accéder au marché du travail, d'avoir un revenu qui va être un revenu décent, un bon revenu, et donc on comprime les inégalités dites primaires grâce au développement du service public de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans les pays à bas revenus. Vous avez ces taux de macroéconomique de taxation et le total des dépenses publiques d'environ 5 à 10%. Ce n'est pas observé. Vous avez des inégalités primaires beaucoup plus fortes. Donc voilà pour le topo introductif sur ce point. Et je laisse la parole à mes camarades. Merci. Merci Lucas. Tu auras l'occasion de compléter tout à l'heure. Moi, je voudrais passer la parole à Michael Siksik. Vous avez vu, je suis conseiller du directeur général de l'INSEE. Michael est un co-auteur, comme Mathias André d'ailleurs, qui est dans la salle. Et nous essayons, à partir des principes qu'a évoqué Lucas Chancel, de faire ce qu'on appelle une comptabilité distributionnelle. Vous savez que l'INSEE produit les comptes nationaux et on est en train d'y ajouter un volet comptabilité nationale distributionnelle qui essaie de traquer du premier au dernier euro qui paie quoi et qui reçoit quoi, non seulement monétairement, mais en service public. Et vous allez voir avec la présentation de Michael Siksik, donc qui est chargé d'études à l'INSEE, mais aussi enseignant à Paris 2 et chercheur au CRED, que ça bouleverse assez fondamentalement la vision qu'on peut avoir des inégalités sans prendre en compte l'éducation, la santé et tous les autres services publics que nous allons évoquer. Donc je passe la parole à Michael Siksik pour 7 minutes. Merci Jean-Marc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de travaux menés à l'INSEE, donc effectivement avec Jean-Marc, Mathias et plusieurs autres collègues, sur la redistribution et les inégalités. Donc l'INSEE publie de nombreuses publications sur les inégalités. Ici, je vais parler de la redistribution. Habituellement, l'INSEE en fait mesure l'effet de la redistribution monétaire sur les inégalités. Donc c'est quoi la redistribution monétaire? C'est principalement l'impôt sur le revenu, ce que vous avez en tête, la CSG, et pour les prestations monétaires, c'est les minima sociaux, les primes d'activité, par exemple. Et donc du coup, on montre que déjà, ces prestations monétaires et donc cette redistribution monétaire diminuent déjà significativement les inégalités. Donc, par exemple, un exemple, c'est que le rapport entre le niveau de vie des 10% les plus aisés et le niveau de vie des 10% les plus pauvres est ramené à 7, alors qu'il est beaucoup plus élevé avant redistribution, d'accord? Plus double. Donc du coup, Lucas a un peu parlé des inégalités avant redistribution, des inégalités en fait sur le revenu du travail et le revenu du capital qui sont très élevés dans tous les pays, et c'est aussi le cas en France, même si c'est moins le cas en France qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, cette redistribution monétaire diminue fortement ces inégalités. Mais ce qui manque dans cette histoire, c'est les services publics. Parce que la redistribution monétaire, c'est une partie seulement de la redistribution de l'ensemble des transferts publics. Et donc, une grosse partie, c'est les services publics. On peut les diviser en deux parties, ces services publics. Les services publics dits individualisables, qu'on peut individualiser comme l'éducation ou la santé. On peut l'individualiser parce qu'on peut savoir c'est qui reçoit
un remboursement de santé, c'est qui est scolarisé. Donc c'est des services publics qui sont gratuits ou quasi gratuits, l'éducation ou la santé. Et puis on a des services publics collectifs. Donc c'est la police, la justice, les collectivités locales, l'équipement. Et donc du coup on a voulu essayer dans ce projet de valoriser monétairement ces services publics afin de mesurer leur effet sur les inégalités. Donc pour cela, comment on a fait? Donc par exemple pour la santé, on a des données assez dans le service public en France assez précises sur les remboursements de santé et qui les perçoit. Donc on a pu savoir qui perçoit les remboursements de santé. Aussi sur l'éducation, on peut savoir les enfants, comment ils sont scolarisés, dans le ménage combien il a d'enfants, où ils sont scolarisés. Et donc, à partir de coûts moyens de l'éducation dans des filières particulières, on a des filières, le lycée professionnel, on a des prépas, les universités qui ont des coûts de l'éducation différents, on peut valoriser monétairement ces services publics. C'est plus compliqué pour les services collectifs, comme j'ai indiqué. Pour cela, on va essayer de les valoriser en prenant en compte la dimension territoriale, le fait qu'on peut avoir des inégalités d'accès territorial aux services publics. Donc, comme à l'INSEE, on arrive avec les bases de données à mesurer précisément où chaque individu habite, on peut mesurer les services publics qui sont autour de chaque ménage. Et donc, du coup, en prenant en compte l'ensemble de ces services publics, mais aussi l'ensemble de tous les autres prélèvements qui sont pris en compte, on arrive à une vision exhaustive de la redistribution. Et alors, quels sont les résultats? On voit que la redistribution est encore plus fortement réduite que seulement avec les transferts monétaires. Et donc, le rapport entre les revenus des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, qui étaient de 7, quand j'avais indiqué, après redistribution monétaire, il passe à 3 après l'ensemble de la redistribution. Alors, pourquoi ça? Donc, principalement, ça vient de ces services publics. D'accord? Parce que si on regarde entre le revenu avant redistribution, donc donc les salaires, les revenus capital, on avait dit qu'ils sont très inégalement distribués, et après les revenus après redistribution, après l'ensemble de la redistribution, y compris valorisation monétaire des services publics, on voit que 2/3 de la réduction des inégalités, ça vient des services publics. D'accord? Et à l'intérieur des 2/3, il y a 50%, et 50% viennent de l'éducation et la santé. Pourquoi ça? En fait, pour l'éducation, on voit que on a un peu plus, tout le monde y bénéficie, tout le monde qui ont des enfants scolarisés en bénéficie, un peu plus dans le bas de la distribution parce que les personnes modestes ont un peu plus d'enfants qui sont scolarisés dans le primaire, dans le secondaire. On en a un peu plus dans tout le haut de la distribution parce que ce n'est pas un effet nombre d'enfants, c'est un effet le fait que à l'université, les coûts ou dans les écoles particulières sont plus élevés. Et pour la santé aussi, on a un peu plus de redistribution pour les plus modestes qui sont notamment liés aux séjours hospitaliers de longue durée, qui sont un peu plus le cas chez les plus modestes. Et donc ça fait que la santé et l'éducation diminuent fortement les inégalités, donc de moitié. Et donc les collectivités et donc les services publics collectifs, ils diminuent aussi de 16% les inégalités, tout simplement parce que ils bénéficient globalement à tous. Après, on voit des différences territoriales. Ça bénéficie plus pour les personnes dans les grandes villes que dans les campagnes, bien sûr. Donc on arrive à faire des résultats très locaux, mais globalement, en moyenne, ça bénéficie à tout le monde et donc ça va diminuer les inégalités marquées qui étaient avant redistribution. Donc ici, juste pour faire le lien avec Lucas, je ne parle pas de l'effet des services publics sur les inégalités avant redistribution, ce qui est vraiment très important et qui est majeur. Donc ici, c'est pour compléter son propos où Lucas a bien insisté sur le fait que l'éducation peut aussi jouer sur les inégalités avant redistribution. D'accord? Et donc là, on le voit dans le temps long, ce qui est les travaux du Will. Donc ici, moi, je vous parle de l'effet vraiment en fait statique qu'on peut avoir ou si on valorise ces services publics, on voit qu'ils diminuent fortement les inégalités. Je vous remercie.
Merci Mickaël, tu auras l'occasion de compléter. Je vous invite à envoyer vos questions par SMS. Vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran. Et je vous invite vraiment et je vous renvoie à ces études que nous menons à l'INSEE et notamment à un ouvrage que coordonne chaque année Michael Sixix qui s'appelle Revenus et patrimoine des ménages, qui contient une masse d'informations très importantes, mais qui montre ce résultat un peu spectaculaire, hein, question qu'on pouvait se poser au moment des gilets jaunes, qui paie quoi, qui bénéficie de quoi, sans prendre en compte les services publics, un tiers de bénéficiaires nets, en les prenant en compte 2 tiers de bénéficiaires nets, mais à supposer que ces services publics soient vraiment présents, et on y reviendra avec Thomas Fontaine sur la question des transports, ou encore qu'on croit par exemple, puisque ça intègre la retraite, que les retraites vont également être versées, et on montre en évidence un deuxième phénomène qu'on appelle le paradoxe temporel du système redistributif, c'est que comme les retraites et la santé reçoivent surtout ou concernent surtout des personnes âgées de plus de 65 ans, et bien avant 65 ans, il n'y a que 20% de bénéficiaires nets du système. Donc il y a un paradoxe des horizons, c'est comme ça qu'on le qualifie, qui est que tant qu'on n'a pas et qu'on n'est pas effectivement bénéficiaire, on a le sentiment qu'on paye plus que ce qu'on reçoit, et ça peut provoquer une espèce de mise en retrait par rapport au pacte républicain qui est fondé sur des services publics, des protections en contrepartie de l'impôt. Donc j'en passe la parole tout de suite à Thomas Fontaine, donc, qui est DG de Keolis Lyon récemment, longtemps Keolis Dijon, et qui va nous parler de la question d'ailleurs qu'on arrive assez peu à appréhender dans nos travaux nationaux, qui est celle de la contribution des transports publics à la réduction des inégalités. J'en profite pour vous relayer une question que nous avons eue. Comment les opérateurs de transport public peuvent-ils participer à réduire les inégalités par une tarification adaptée? Comment contribuer à une action plus inclusive et quelle légitimité à le faire? D'accord. Bonjour à chacune et à chacun. Je vous propose de répondre à la question, je pense à la 5e, 6e minute normalement, ou à la suite. Sur la dimension inégalité, peut-être commencer par l'aspect territorial. Alors on peut avoir 2 types d'aspects territorial. Je proposerais d'aller plutôt sur celui des métropoles dans un premier temps, et peut-être dans les perspectives futures, ce qu'on s'était dit, sur les aspects, entre guillemets, désertification des territoires ou territoires complexes. Moi, à titre personnel, je suis originaire de l'Ardèche, donc c'est un sujet que je peux aussi vous illustrer par rapport à ce que j'ai pu connaître un peu plus jeune. Ce qu'on peut voir, nous, pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'université, pour l'accès à tout ce qui va concerner les services prioritaires, le maillage du territoire, la capacité à avoir un réseau de mobilité qui soit efficace, qui soit accessible, est quelque chose de fondamental. Par rapport à ça, les exemples qu'on peut donner comme étant des bons exemples et les exemples plus complexes, on va dire, on va rester sur Lyon, hein, le fait de mettre en place des lignes de tramway comme celles existantes qui vont passer sur des quartiers qui sont des quartiers parfois en difficulté, puis d'autres secteurs, les accès aux universités, aux hôpitaux, vont permettre globalement non seulement de faciliter l'accès, alors cet accès est d'autant plus facilité, et je viendrai sur ce sujet-là à la suite, qu'on arrive à avoir aussi des tarifications adaptées et en garantir l'accessibilité, mais aussi de pouvoir ouvrir le schéma de l'emploi. Il est certain que quand on n'a pas la capacité de pouvoir avoir des services publics pour des personnes qui ne peuvent pas accéder à la voiture, qui ne veulent plus y accéder, qui permettent d'aller prendre son emploi à 4h30, 5h ou de finir tard le soir, on restreint la capacité aux personnes plus fragiles d'accès à l'emploi ou d'accès à l'enseignement à l'université. Et ça, le bon révélateur, il a été pendant le Covid, hein, je rappelle, et globalement c'est le cas sur l'ensemble des réseaux de transport. On a à peu près assuré 25 à 30% sur la première phase, hein, ce qu'on appelle le cœur du cyclone du début du Covid, 25 à 30% de l'offre de transport à ce moment-là, et on avait 5% de fréquentation. Par contre, du moment qu'on commençait potentiellement à avoir des difficultés pour assurer les horaires de tôt le matin ou tard le soir, on mettait en difficulté des services importants, en particulier sur les services de santé. Donc il y a vraiment une impérieuse nécessité d'assurer ce service de transport. Et sur cette dimension réduction d'inégalité, c'est de faciliter les personnes plus fragiles ou qui ont un accès plus complexe pour aller sur l'enseignement et à la suite dans des carrières professionnelles, de leur faciliter cet accès et de pouvoir avoir une continuité de service public qui leur permette vraiment de se rendre sur leurs premiers emplois sans avoir soit l'achat d'une voiture, qui en plus pose des questions de décarbonation et d'environnement qu'on connaît toutes et tous maintenant,
mais qui permet vraiment d'avoir cet accès-là. Et ça, c'est fondamental. Et je me permettrai, alors, il y a des exemples effectivement sur Lyon, hein, des lignes comme la ligne C3, les différentes lignes de tramway, je le disais, des extensions également des réseaux métro. On peut prendre aussi à l'étranger, parler d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Je vais prendre 2 exemples. Hein. La ville de Washington, quand on est au Capitole, juste à proximité de la Maison Blanche et tout l'ensemble autour, on a des quartiers qui sont situés à 1 km, des quartiers très complexes, sur lesquels il y a vraiment une ligne très claire qui pose problème, sur lequel les personnes n'ont pas accès au quartier juste à proximité. Et moi, j'ai 2 exemples de quartiers à Washington pour avoir travaillé sur un projet sur place. Un premier sur lequel une ligne de BHNS, enfin un bus à haut niveau de service, donc on va dire un bus régulier entre 5 et 7 minutes qui a été mis en place. Le quartier a été complètement désenclavé. Pour le quartier à côté, c'est resté dans la même situation et avec des problématiques de non-accès à l'emploi et des problématiques bien plus complexes derrière, bien sûr, de délinquance. L'autre exemple, il est à Bogota, exemple complètement différent, la plus grande ligne de bus au monde, hein, le Transmilenio dans Bogota, qui traverse tous les quartiers, qui traverse toute la ville. Et quand on compare Bogota et Sao Paulo, par exemple, Sao Paulo, vous n'avez pas ce type de transport avec les problématiques qu'on connaît à Sao Paulo, de nivellement très fort au niveau sociétal. Vous allez à Bogota, on ne va pas dire que c'est encore un exemple totalement à mettre en haut de l'échelle. Ceci étant, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors, si on revient sur Lyon, le tarif est quelque chose de fondamental, bien entendu. Actuellement, pour vous donner juste un chiffre, hein, Citral Mobilité, donc l'autorité organisatrice des transports de la métropole de Lyon, a mis en place une tarification solidaire qui fonctionne très bien, puisque sur environ 450 000 abonnés aujourd'hui, vous avez un tiers de tarification solidaire, gratuite ou à 10 €. Et c'est des sujets qui permettent, on le voit bien, nous, on mène de nombreuses actions au niveau des quartiers, en particulier au niveau des jeunes. On leur propose ces tarifications solidaires, on leur propose l'accès au transport, ça leur permet d'accéder à l'emploi, ça leur permet également, et ça c'est peut-être plus surprenant pour toutes et tous, de pouvoir aussi réaliser des démarches qu'ils ne vont pas réaliser simplement parce que certains d'entre eux sont relativement désenclavés ou en tout cas en décalage de la société. Et le fait de pouvoir avoir des accès à leur carte de transport et de pouvoir s'ouvrir, parfois, ça leur permet d'accéder à la sécurité sociale, on leur explique aussi, on fait des opérations avec des entreprises et des appuis de médiation pour tout ce qui est l'explication des fiches de paye, tous ces sujets-là. Et finalement, c'est assez paradoxal, on n'est pas les seuls services publics en termes de mobilité à lancer ce type de services et d'appui, mais on passe par la mobilité pour l'accès à l'emploi et pour l'accès à l'enseignement. Et je permettrai juste simplement de finir par rapport à ces sujets-là. On a aussi finalement ce devoir en termes de mobilité de travailler avec les acteurs sociaux. J'en dirai peut-être un mot aussi dans la deuxième partie, mais on voit que de plus en plus, alors l'urbanisme est fondamental dans le développement d'un bon réseau de mobilité, développement des quartiers, développement de l'organisation des réseaux de transport, mais de plus en plus on s'oriente vers la sociologie. Et pour ce faire, nous donc, on mène beaucoup d'actions avec des experts dans ce domaine-là, et on est aussi en contact avec différentes entités qui sont alors les clubs sportifs, les différentes associations culturelles, pour pouvoir être au plus proche des jeunes, les accompagner justement sur ces questions d'inégalité, les faire accéder au transport, et aussi, et je permets, on a un effet miroir, nous en l'occurrence on est opérateur pour le compte de Citral Mobilité, là, chez Keolis Lyon, et on se rend compte que finalement cet effet miroir en interne, c'est qu'on arrive à faire venir de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes dans nos métiers, des femmes, des jeunes hommes, et on arrive aussi à avoir de ce fait-là, je dirais, un creuset beaucoup plus riche et beaucoup plus mixte dans l'entreprise. Là encore, je prends un exemple, hein, le dépôt de la soie, 500 conductrices-conducteurs à Vaux-en-Velin, sur lequel le multiculturalisme est devenu vraiment une force d'engagement, une force au niveau de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est vraiment vertueux quand on arrive à le mettre en place. Finalement, du maillage territorial et de l'accompagnement qu'on peut en faire avec les clubs et les associations, on arrive aussi à trouver des personnes des vocations pour le métier et avoir une ambiance qui est bien plus favorable dans ce métier-là. Merci Thomas Fontaine. Moi, j'aurais une question pour vous pour la deuxième partie. C'est est-ce que vous avez des études sur les renoncements à prendre les transports en commun pour des raisons tarifaires? Et puis une plus large, mais qui renvoie à votre responsabilité précédente à Dijon avec le premier contrat, je crois, mondial ou européen sur la mobilité globale. Quels sont aussi les exclus des transports en commun en raison de leur lieu d'habitation? Je pense notamment aux zones rurales ou aux zones non accessibles. Je vais passer la parole à Michael Foster, pour ce premier round d'intervention, donc qui est professeur à l'université d'Anvers, qui était le monsieur inégalité de l'OCDE puisqu'il dirigeait l'unité égalité. Il a dirigé entre 2009 et 2022 et a contribué à faire que cette organisation qui était beaucoup tournée sur les questions macroéconomiques s'intéresse
fortement et fasse fortement progresser l'OCDE sur ces questions. Donc, Michael, je te passe la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. J'ai préparé une poignée de slides pour faire 2 points. Le premier point, c'est complémentant un peu les travaux de l'INSEE que Michael a présenté, la variation des effets, l'impact des transferts en nature, services publics, sur la redistribution, mais à travers le pays. C'est-à-dire, Michael a présenté la France, mais je voudrais le mettre dans un contexte international. Et le deuxième point, c'est de dire quelques mots sur les effets secondaires des services publics, notamment sur la mobilité sociale intergénérationnelle, mais on a bien compris que pour le deuxième point, je le garde pour la deuxième intervention. Donc, de quoi parle-t-on? Ici, c'est un panorama des dépenses en social, en espèces, ça c'est le petit diamant en jaune, hein, et en nature. Mais ici, c'est que nous pouvons monétariser ou individualiser, c'est les dépenses en éducation, en santé, en soins de longue durée, en soins de petite enfance et en logement. On ne peut pas, dans notre étude, on ne pouvait pas monétariser les services collectifs tels que la police, le judiciaire, etc. Donc, vous voyez, dans ces panoramas, la France n'est pas seulement le champion de l'OCDE pour les dépenses en transfert en monétaire, hein, mais c'est aussi un des pays qui dépense le plus, en termes de PIB, bien sûr, en nature, hein, mais moins que les pays nordiques, scandinaves, mais juste au niveau numéro 5, comme vous le voyez. En général, si on prend la moyenne OCDE, on parle d'environ 13-14% de PIB qui est dépensé pour la santé, l'éducation, logement, etc. Et environ 11 à 12% pour le service, pour le transfert en monétaire, tel que chômage, famille, etc. Maintenant, le point important, c'est si on monétarise ces services et on les rajoute au niveau de vie, au revenu de ménage, on parle d'environ 30% d'augmentation en termes de revenus de ménage. Et ceci a bien sûr un impact sur la redistribution, c'est-à-dire selon l'indicateur qu'on utilise pour mesurer, je parle après transfert monétaire, on arrive à environ soit un cinquième, donc 20% de réduction d'inégalité jusqu'à un tiers. 20% pour l'indicateur dit Gini et un tiers c'est pour des indicateurs tels que le taux de décile. Voilà. Donc, sachant que les transferts monétaires diminuent environ d'un tiers les inégalités, c'est un peu moindre, mais c'est pratiquement la même importance selon ces indicateurs-là. Juste pour vous donner un exemple, ici c'est le taux d'inégalité dite Gini avant de prendre en compte le service et après. Donc on voit que ça ne change pas tellement l'ordre de pays, c'est-à-dire cette réduction se retrouve dans tous les pays de l'OCDE et elle est au moins de 15 à 18% et au maximum à 30%. Et en France, c'est encore plus fort qu'ailleurs. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est pour dire quels sont les services publics les plus redistributifs. Évidemment, par la force d'importance des dépenses, c'est l'éducation et la santé. Mais ça diffère aussi par pays. C'est-à-dire, parmi les services de santé sont en fait l'effet redistributif le plus grand. Et j'ai mis ici, selon le pays, certains services ont un impact plus grand
que dans d'autres pays. On voit par exemple qu'en Irlande, c'est plus l'éducation, et en France, comme dans 3 autres pays, c'est plus les services de santé. Le service pour les enfants, le soin de longue durée, a aussi un impact, surtout évidemment pour les personnes qui y sont concernées. Donc c'est très important de mettre ça en compte si on discute sur l'effet redistributif d'État protecteur, un service social, mais en même temps, il faut se rendre compte que tous ces calculs, mais aussi, je pense, le calcul de l'INSEE, prennent en compte une moyenne. Et on ne peut pas vraiment considérer la qualité, la différence de qualité des services, un point que Jean-Marc a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on considère que, par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé est le même à travers tout le pays ou parmi tous les pays de l'OCDE, et ce qui est loin d'être le cas. Maintenant, c'est très difficile de prendre en compte cette différence dans la qualité et dans l'accès aux services, d'où aussi l'importance de transport d'ailleurs. Là, c'est juste un indicateur très, très partiel que j'ai trouvé. C'est les habitants par travailleurs de services sociaux et la part des travailleurs de services sociaux par rapport à la main-d'œuvre totale. Et vous voyez comment c'est très, très différent à travers le pays de l'OCDE. Et donc, si on ne complète pas ces études de l'impact des services publics sur la redistribution avec un vue de différence dans la qualité et dans l'accès, on n'aura pas l'image complète qui est importante pour les politiques à agir. Je commence avec un point, je garde le point sur la mobilité pour après, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres effets secondaires des services publics. Parce que leur premier rôle, ce n'est pas de redistribuer des revenus, c'est d'abord, il y a un effet secondaire direct, c'est-à-dire via l'emploi, créé ou perdu. Par exemple, des parents, ils sont par l'offre de services de garde d'enfants, mais aussi par les travailleurs travaillant dans le secteur public. Et indirect, via l'accumulation de potentiel de rémunération par une carrière. Donc ça, si on prend en compte l'aspect dynamique, il y a un rôle secondaire des services publics. Le fait sur la mobilité intergénérationnelle, je garde un peu pour le deuxième intervention. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël, et merci à nos intervenants, et pardon pour ce temps contraint, mais c'était aussi pour laisser le temps à des questions. Donc je vais relayer les questions qui ont été posées. Alors j'ai pas, pardon, les noms des personnes, j'ai des numéros de téléphone que je ne vais pas lire, mais vous avez encore le temps, pendant que je parle, d'en envoyer d'autres si vous le souhaitez. Alors il y a des questions qui concernent les TCL. J'en ai déjà posé une, mais une question un peu de principe. Qu'est-ce que la terminologie opérateur signifie au regard d'une société privée? Quelle est la part de subvention de l'État et le mode de calcul de l'attribution? J'élargis un peu la question en disant, est-ce que, au fond, les services de transport ne devraient pas être des services publics rendus par l'État, et est-ce qu'ils peuvent être rendus par des sociétés privées, même si elles ont un actionnaire qui a un lien non négligeable avec l'État français et canadien. Deuxième question concerne les tarifs des TCL. Le maillage des bus et les erreurs ne sont pas incitatifs à leur usage. Or, les bus sont souvent le seul moyen de transport pas trop éloigné du domicile de beaucoup de gens, sans compter l'inconfort de l'équipement concernant l'attente. Donc, c'est aussi la question des moyens et pas simplement de la présence du service. Et quelque part, j'imagine aussi derrière cette question,
du financement et aussi la question précédente sur le modèle d'entreprise qui rendent les services de transport. Ensuite, nous avons deux questions qui portent un peu sur des questions de méthodologie et de principe, notamment une portant sur les hauts revenus. Je la lis, les hauts revenus font peu appel aux services publics, cliniques privées, écoles privées, transports privés. Donc passer d'une évaluation de 7 à 3 en réduction d'inégalité me paraît discutable. Donc, je pense que c'est une question qui est très importante. Je la reformule, enfin je reformule une partie à ma manière. Si les services de santé représentent des montants plus importants pour les plus modestes ou pour ceux qui ont exercé des métiers plus pénibles, c'est aussi parce qu'ils ont une santé plus dégradée. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que ça a une valeur? Question à laquelle nos trois spécialistes pourront répondre. Et puis une autre question sur laquelle Lucas Chancel a beaucoup travaillé, qui est d'ailleurs un peu à l'origine de cette méthode de comptabilité distributionnelle dont on vous a parlé, c'est-à-dire qui consiste à traquer tous les euros et qui trouve son origine dans des travaux de Thomas Piketty sur les très hauts revenus, se rendant compte que les enquêtes ne rendaient pas du tout la réalité de ces très hauts revenus, et d'ailleurs que l'approche en revenus oubliant le patrimoine était aussi partielle. Et donc la question, c'est les hauts revenus font peu appel aux services. Ça, je vous l'ai lu, mais je crois que c'est important à la fois de la regarder sur la partie service public, mais aussi façon de comptabiliser les hauts revenus. Et puis, l'autre question dans cette thématique-là, peut-on parler véritablement de redistribution réductrice des inégalités quand les classes populaires sont plus consommatrices de soins de longue durée? Stricto sensu, oui. Plus largement, n'est-ce pas un peu spéciaux? Donc voilà, n'hésitez pas à compléter ces questions. Il y aura une deuxième salle de questions que je relayerai tout à l'heure, mais je vais donner la parole à nouveau à nos intervenants dans l'ordre inverse à celui que nous avons eu dans la première partie, en commençant par Michael Forster, et sur une question qu'on n'a pas traitée jusqu'ici, et qu'évoquera aussi Michael Siksik, qui est la question de la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. L'OCDE avait publié une étude qui a fait grand bruit qui s'appelait l'ascenseur social en panne, point d'interrogation, et qui est évidemment pas sans lien avec les services publics et notamment d'éducation, et qui montre d'extrêmes différences, y compris au sein des pays européens. Et donc je passe la parole à Michael Forster pour évoquer cette question, puis à Michael Siksik, et bien sûr vous pouvez répondre aussi dans les 7 minutes qui vous sont imparties aux questions que j'ai relayées de notre public. Merci beaucoup Jean-Marc. Est-ce qu'on pourrait montrer mon dernier slide, s'il vous plaît, qui fait référence... Parfait, je peux m'en charger. Je vais d'abord juste répondre, ou essayer de répondre à une des questions, ou deux des questions qui étaient posées par SMS. Et c'est là aussi un petit peu où on se diffère dans notre méthodologie avec l'étude de l'INSEE, de prendre en compte les services publics, de le monétariser quelque part et rajouter aux revenus de ménage. Et ça, c'est sur la santé. C'est-à-dire, sur la santé, bien sûr, on peut prendre... Bon, en général, pour tous les services publics, on peut avoir deux approches. Soit on les comptabilise par la consommation, c'est-à-dire on regarde combien d'étudiants, combien des élèves il y a, et ensuite on rattache la valeur d'éducation au ménage avec des enfants. Pour la santé, c'est moins évident. C'est beaucoup moins évident. Il y a un autre, parce que, évidemment, comme c'était écrit dans le message SMS, c'est très, très focalisé sur des personnes très âgées et qui ont des accidents, etc. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on a fait, nous, c'est de faire une imputation par ce qu'on a dit valeur d'assurance. C'est-à-dire, on regarde à travers le pays combien de gens sont effectivement assurés par la Sécu sociale, et ensuite on fait l'imputation sur ce qu'on appelle une valeur d'assurance. Donc
juste pour dire, ça ne change pas énormément les résultats. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Mais ça répond un tout petit peu à la question qui a été posée par SMS. Voilà. Et maintenant, je viens aux questions d'impact possible de services publics sur la mobilité intergénérationnelle. Ça fait partie des effets secondaires, donc le premier, on en a parlé tout à l'heure, et le deuxième, c'est un investissement important dans les services publics, par exemple éducation, mais aussi dans les autres services publics, peut s'avérer très bénéfique pour la mobilité sociale intergénérationnelle. Il y a plusieurs raisons théoriques et pratiques pour ça. De faire une approche, une illustration quelque part, c'est on regarde les dépenses d'éducation dans le passé, dans les années 80-90, et on fait un lien avec la mobilité intergénérationnelle en matière d'éducation. Maintenant, il y a maintes indicateurs pour mesurer la mobilité intergénérationnelle. Ici, on a pris un qui est un type d'élasticité ou régression sur le nombre d'années passées en éducation entre les parents et les enfants. Et donc, ça s'est montré sur l'axe Y. Donc le plus fort est cette transmission, le moins fort est la mobilité, bien sûr. Donc le plus fort est cette chiffre, le plus le nombre d'années passées en éducation des enfants sont déterminés par le nombre d'années passées par les parents. Donc le plus fort, comme vous le voyez, c'est en Portugal et en Allemagne dans ces cas-là. Les sociétés en termes d'éducation les plus mobiles sont les 4 pays nordiques, Norvège, Danemark, Finlande, Suède. Mais on trouve qu'il y a, à première vue, ça c'est pas une causalité, c'est juste à première vue, il y a une association entre les dépenses publiques consacrées à l'éducation dans le passé, donc pendant la période des parents, donc dans les années 90, et les enfants. Donc, tout l'argument, c'est pour dire il y a, dans les effets secondaires des services publics, il n'y a pas seulement le travail qui compte, etc., mais il y a aussi l'effet dynamique à travers les générations. Merci, Mickaël. Je rappelle ces chiffres, moi, qui m'avaient frappé. Pour la France, c'était analysé par l'OCDE en termes de salaire. Vous avez... Si vous prenez deux personnes, deux arrière-grands-parents qui ont un rapport de 1 à 2 entre leur salaire, la génération suivante, il reste encore 1 à 1,5, la génération suivante 1 à 1,25, la génération suivante 1 à 12,5, et donc c'est pour ça que l'OCDE avait dit qu'il faut 5 générations pour que les écarts soient réduits à moins de 10%. Mais les mêmes chiffres en Finlande, c'est de 1 à 1,2 au bout d'une génération, et de moins de donc 10% au bout de 2 générations. Et donc c'est assez spectaculaire. On a vu le lien avec la question de l'éducation. Je tenais à rappeler ce chiffre vraiment frappant. Et puis, du coup, à faire la transition avec Mickaël Siksik, qui a repris un peu ces travaux-là à partir de données dont on dispose à l'INSEE qui permettent d'identifier beaucoup plus et de manière beaucoup plus précise les caractéristiques des parents en connaissant celles des enfants pour essayer d'étudier cette question intergénérationnelle qui est absolument majeure. Mickaël Siksik. Merci. Juste très rapidement sur la question qu'on avait eue. Effectivement, on ne dit absolument pas que la santé comme service public fait que les plus modestes vont mieux, entre guillemets. Ce qu'on veut montrer, c'est par rapport à une situation où on n'aurait pas de service public de la santé, pas d'assurance maladie, où du coup on devrait payer soi-même pour la santé, peut-être à l'image que ce que font, en tout cas aux États-Unis, ou ce que font parfois les plus riches. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est de voir ce que je n'avais pas indiqué, ce que Jean-Marc a plus montré, les bénéficiaires nets ou du système socio-fiscal dans l'ensemble, en fait. Parce que des fois, on peut penser qu'on est plus prélevé que ce qu'on reçoit si on prend en compte l'ensemble des prélèvements, la TVA, tout l'impôt. Et puis si on regarde ce qu'on reçoit vraiment monétairement, on a l'impression
qu'on est perdant, alors que voilà, si on rajoute en fait finalement le gain indirect qu'on a avec la santé, des personnes peuvent devenir gagnants, et c'est pour ça qu'on a le résultat avec les 2/3 en moyenne de personnes qui sont bénéficiaires nets du système socio-fiscal. Pour revenir sur la question donc, de la transmission des inégalités, donc c'est une question majeure de politique économique, c'est un peu un consensus parce que de politique économique de réduire les inégalités, la reproduction des inégalités, c'est une question de justice sociale, d'égalité des chances. Mais si c'est un consensus politique, c'est pas trop un consensus au niveau statistique, parce qu'en fait, on a peu de données pour avoir un diagnostic complet sur la reproduction des inégalités, parce que jusqu'à peu, on n'arrivait pas à relier directement les enfants et les parents, et notamment les revenus des enfants et des parents. Alors c'est un peu plus facile sur l'éducation, on a un peu plus de données, donc ce qu'a montré l'OCDE, qui permet d'avoir des comparaisons internationales très intéressantes, mais en termes de revenus, c'était pas possible jusqu'à peu. Donc l'INSEE a développé un grand panel d'individus, et donc avec un collègue, on a réussi à lier pour la première fois les revenus des enfants et des parents pour essayer de répondre à cette question de est-ce que les inégalités se reproduisent, dans quelle mesure. Donc, quels sont les résultats? On trouve que les inégalités se reproduisent partiellement. Donc, par exemple, un enfant de famille parmi les 20% les plus aisés, il va avoir 3 fois plus de chances d'être lui-même parmi les 20% les plus aisés de sa génération par rapport à un enfant de famille modeste. Donc on a en moyenne une transmission des inégalités, mais on observe aussi beaucoup de situations de mobilité. On a en moyenne 12% des enfants de familles modestes dans les 20% des plus pauvres qui grimpent dans l'échelle des revenus pour atteindre les 20% les plus aisés. Donc le revenu des parents, il influence le revenu des enfants, mais il ne le détermine pas. Et après, bien sûr, on peut se poser la question, quel est l'effet un petit peu dans cette table ronde des services publics dans cette transmission des inégalités. Donc nous, on a essayé d'un peu d'étudier qu'est-ce qui détermine le fait de grimper dans l'échelle des revenus. Donc on a bien sûr des effets individuels, on a plus d'hommes, par exemple, qui grimpent dans l'échelle des revenus que des femmes. À l'inverse, être dans une famille monoparentale, avoir des parents qui ont peu de capital ou qui sont ouvriers, c'est un frein à grimper dans l'échelle des revenus. Mais il y a aussi une forte dimension territoriale, géographique, qu'on peut du coup rapprocher de la question des services publics, qui peut être liée à la question des services publics. Donc on trouve notamment que les individus ils grimpent plus dans l'échelle des revenus, donc il y a plus de mobilité dans les grandes villes, dans la région parisienne notamment, et moins dans la région du Nord. Par exemple, notamment dans le département voilà, dans certaines régions, départements du Nord et du Grand Est. Et donc, on peut rapprocher, c'est difficile de vraiment conclure que c'est lié au service public, mais on a quand même beaucoup de pistes. C'est que à Paris, voilà, dans la région parisienne, ou à Lyon, en Auvergne, donc dans votre région aussi, il y a plus de mobilité qu'en moyenne en France. C'est notamment lié, il y a plus de métropoles, et donc du coup, on va avoir plus de services publics, plus d'universités, plus de transports en commun qui vont permettre aux personnes de plus forte mobilité. Donc du coup, plus facilement trouver du travail, plus d'opportunités d'emploi. Et donc c'est ça qui va faire qu'on va plus facilement grimper dans l'échelle des revenus par rapport à une personne qui vit en campagne, par exemple, ou dans des milieux beaucoup moins denses où il y a moins de services publics. Donc voilà. Et aussi, on voit que du coup, c'est plus les personnes qui ont des parents aussi qui ont des hauts niveaux de diplôme qui grimpent dans l'échelle des revenus. On peut encore, voilà, c'est des questions qui peuvent être investiguées, mais on a beaucoup de pistes pour montrer que voilà, les services publics conduisent à diminuer la reproduction des inégalités, même si c'est une question qui doit être continuée à creuser pour essayer de comprendre tous les mécanismes en jeu. Merci Mickaël. Peut-être un complément sur la question est-ce qu'il faut valoriser les services de santé ou pas, et comment le faire? Je corrige un tout petit peu ce qu'a dit d'ailleurs Michael Forster. Nous faisons comme l'OCDE, c'est-à-dire que nous regardons quel serait le montant que devraient payer pour se soigner les personnes selon leur situation sociale ou socio-professionnelle, et nous leur attribuons cette valeur-là. Ce qui mène, je vais vous citer 2 chiffres un peu spectaculaires.
quand on regarde ce que gagne en revenus primaires, c'est-à-dire en salaire ou en revenus de la propriété, il y en a un peu aussi, puisqu'à l'INSEE on valorise y compris les logements quand on est habitant propriétaire. Les 10% les plus pauvres, c'est 9 000 € par an et par personne équivalente, c'est-à-dire une façon de compter les conjoints et les enfants qui prennent en compte des économies dans le ménage. 9 000 € en revenus de marché, entre guillemets, en intégrant l'ensemble à la fois de la redistribution monétaire et de la valorisation des services publics, on arrive à un montant de 25 000 €. L'essentiel pour les 10% les plus pauvres étant l'accès gratuit ou presque à l'éducation, qui est essentiellement dans le public pour ceux qui les concernent, la santé et les retraites. Donc il faut bien, et on a y compris réfléchi sur l'utilisation du terme, on ne parle pas de revenus, on parle de niveau de vie élargi, mais vraiment au sens, au fond, dans une optique de comparaison internationale, dans un pays qui n'aurait pas ces services publics, de combien il faudrait disposer d'argent pour pouvoir avoir les mêmes services. Mais la critique qu'on peut adresser à ça, c'est non pas que ce n'est pas une valeur assurantielle. En fait, on regarde pour la santé les remboursements de sécurité sociale d'un groupe équivalent, croisant âge, diplôme et d'autres variables sociales, et on attribue un montant à la personne. Donc ce n'est pas le montant des remboursements de soins de telle personne précise, c'est le montant de la catégorie fine à laquelle il appartient, mais ça ne prend pas en compte le fait que la dégradation de santé qu'il subit, elle est aussi liée à son statut social et donc cette limite, en tout cas cette compréhension des chiffres que nous produisons est importante. Et le résultat auquel ça mène, par rapport à la question publique, privée, santé, etc., c'est que par exemple pour quelqu'un de plus de 65 ans sans diplôme, la dépense de santé annuelle, c'est 10 000 € par personne à partir de 65 ans. Pour un cadre de plus de 65 ans, c'est 2 000 € par personne. Et le fait qu'on se soigne beaucoup plus dans le privé intervient, tout comme le fait qu'on est en meilleure santé. Voilà, je tenais à apporter ces précisions et un peu les quantifier sur cette question-là. Avant de passer, mais Lucas Chancel complétera, la parole avant lui à Thomas Fontaine, qui a eu beaucoup de questions sur les transports, à la fois sur la nature de l'opérateur Keolis. Est-ce que c'est compatible avec un service public universel? Pardon de résumer, peut-être de dénaturer un peu la question, et je m'en excuse. Sur le maillage, il faudrait beaucoup qu'on puisse parler de cette question-là, du réseau de transport en commun, jugé insuffisant dans la question. Peut-être d'ailleurs, moi je complète de manière plus prospective, comment à horizon 2050, quand on est à plus de 10 minutes aujourd'hui des transports en commun, on pourra bénéficier de mobilité non seulement non émettrice, mais aussi en commun. Voilà, vous avez la parole pour 7 minutes. D'accord, merci. Donc un premier point, et par rapport à la question, les mobilités doivent être dans tous les cas, et ça je vous le dis autant de manière générale qu'en titre de conviction, une politique publique. J'ai parlé d'urbanisme tout à l'heure, on parle aussi d'aspects sociaux, c'est une politique publique, et c'est bien le cas sur Lyon, hein, qui est définie par la métropole, par un syndicat de transport, Citral Mobilité, et l'opérateur qu'on est aujourd'hui, nous, pour le compte de cet ensemble, est vraiment là pour déployer une politique publique qui est mise en place. Et je le redis, moi, pour travailler depuis 25 ans dans le domaine des mobilités, sur différents territoires et dans différents types de mobilités, c'est une conviction que j'ai à titre personnel, mais conviction qu'on a, nous aussi, au sein de l'entreprise, je dirais, que ce soit nos équipes opérationnelles et nos équipes d'encadrement. Ça permet d'ailleurs de voir des visions prospectives. Hein. Je reprends l'exemple sur Lyon, puisqu'on y est. Actuellement, dans le développement des mobilités à terme sur une métropole, avec des politiques qui visent à dire on réduit la part modale, en particulier d'autosolisme, on essaie donc d'améliorer in fine la qualité de l'air et donc décarboner. Ça peut passer que par des politiques publiques où, après, un opérateur avec ses compétences, et vous le citiez, les opérateurs ont souvent des valences aussi dans l'environnement qui sont des valences d'opérateurs publics. En l'occurrence, nous, côté Keolis, on est très proche de l'opérateur SNCF. À partir de ce moment-là, on met les compétences à bord pour contribuer à ces politiques publiques.
Quand on regarde après la suite hein, dans les prospectives, les réseaux de transport, je vous donne peut-être un chiffre, hein, sur une métropole, un bassin de rayonnement, on va dire de mobilité d'environ 2 millions de personnes sur Lyon et sa métropole, c'est 1,8 million voyages par jour. D'ailleurs, chiffre qui devrait, on serait pas, enfin 1,8 million, on tangente à 1,9 million, un chiffre qui devrait être plutôt aux alentours de 2 millions, 2 millions 100 si si le Covid n'était pas passé par là, donc, et qui reviendra dans tous les cas. Ça veut dire que autant, alors sur le réseau en lui-même, le réseau de Lyon, c'est pas forcément totalement le propos d'aujourd'hui, mais est un réseau référence. On reçoit toujours plus d'une centaine de délégations par an pour la constitution de ce type de réseau de métropole de 2 millions d'habitants. Mais à la suite de ça, ça doit nous contraindre aussi à être excellents en service et d'amener l'ensemble du service nécessaire pour pouvoir finalement contrer ce qui est l'autosolisme et qui est générateur dans tous les cas de carbonation. Je dis bien l'autosolisme. Hein. Je dirais un tout petit mot à la suite des territoires un peu moins denses sur lesquels la voiture est aussi une solution en covoiturage. Donc ça, dans ces politiques à la suite, je veux juste insister sur un point, c'est que l'aspect social, l'aspect sociétal va être fondamental. Donc dans ces politiques de développement, nous, on aura non seulement l'importance en tant qu'opérateur auprès de la collectivité et la Citral Mobilité de développer la part modale des transports et donc d'accompagner les personnes qui sont en fragilité par rapport à ces sujets-là. On mène beaucoup de marches exploratoires, c'est-à-dire des accompagnements des personnes qui sont en difficulté pour venir sur les transports. Ça peut être des personnes dans les quartiers, ça peut être en l'occurrence, je ne peux pas l'associer fragilité et femmes, mais nous, ce qui est fondamental dans notre rôle aujourd'hui d'exploitant, d'opérateur, c'est qu'on puisse s'assurer que les femmes puissent prendre les transports de 4 heures à minuit, 1 heure, quel que soit le jour. Et donc ça, on a vraiment une logique d'accompagnement, une logique de vigilance qui est importante. Ça concerne bien entendu les jeunes personnes et autres, ou des personnes qui connaissent moins le réseau, et en tout cas qui doivent le découvrir. Après, je voudrais juste dire un mot aussi, vous l'abordiez, alors sur peut-être un autre type de modèle, sur des métropoles qui sont de plus faible taille et qui ont des zones moins denses à proximité. Vous citiez Dijon tout à l'heure dans les questions. Effectivement, c'est un territoire, j'ai été à Lyon pendant longtemps, j'ai passé 4 ans à Dijon, là, qui est une ville, enfin, j'ai pu découvrir à cette occasion-là. Vous avez une partie dense en centre-ville, avec un réseau en l'occurrence de tramway sur Dijon, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir assurer une mobilité globale en intégrant la voiture, donc le stationnement avec, puisqu'il y a des personnes qui vont habiter à 30-40 km et qui vont devoir intercaler, enfin en tout cas avoir un aspect multimodal, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des mobilités. Et le modèle qu'a choisi Dijon par rapport à ça, et c'est un modèle qui se déploie au fur et à mesure, et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur des villes comme Lyon, in fine par quartier, hein, c'est des sujets de réflexion qui existent, c'est de se dire à un moment comment on arrive à avoir un abonnement, une forme unique sur toutes les mobilités, pour ne pas avoir finalement de césure quand on a la multimodalité, c'est ce qu'on appelle en anglicisme le MaaS, Mobility as a Service, c'est-à-dire que de mon point A au point B, j'ai toute une couture de mobilité avec un abonnement unique, et ce modèle fonctionne de plus en plus quand on est autour d'une métropole. Et après, si j'élargis un peu plus, et on s'en parlait hier, Jean-Marc, on arrive sur les territoires qui sont beaucoup moins denses. Là, on ne va pas se le cacher, c'est plus complexe, parce qu'on n'a pas finalement, le sujet, c'est que créer des lignes de transport à un moment, l'équilibre entre le coût de possession, en tout cas le coût de revient au global, et globalement le nombre, enfin la fréquentation qu'on peut retrouver, c'est compliqué à mettre en place pour les acteurs publics et donc en lien avec les opérateurs. Donc on se doit, et ça c'est ce qui est en train de se mettre en place, et la vision prospective, de mettre en place des modes innovants. Innovant, ça ne veut pas dire rentrer dans la technologie systématiquement coûteuse, je parlais d'aspects sociétaux, c'est intégrer plus les personnes ensemble, on parle de covoiturage, on parle de transport à la demande. On a typiquement des expérimentations sur 2 territoires actuellement sur lesquels on met à disposition des pools de voitures, alors qui sont partagés d'ailleurs, avec la mise en connexion pour pouvoir utiliser des voitures partagées en multimodalité, en covoiturage, et pouvoir assurer un service global. Et par rapport à ça, il y a un point qui est quand même intéressant. Dans tout type de territoire, alors c'est d'autant plus vrai quand on a des territoires qui sont moins maillés, moins denses, très souvent, alors, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où des personnes avec des équipes, on va dans les conseils municipaux et on échange autour des problématiques de mobilité. C'est plus le cas dans les territoires ruraux. Et finalement, les gens se disent, mais le covoiturage, ça ne marche pas, on se connaît tous. Finalement, nous, le lien qu'on a en tant qu'acteurs de la mobilité avec les entités publiques, les autorités organisatrices, c'est de montrer que finalement, alors soit par des systèmes d'application, c'est qu'une partie du sujet, soit par des mises en connexion, on arrive à assurer et partager la mobilité et rendre les gens finalement moins fragiles par rapport au fait de se dire je ne peux pas me déplacer, il n'y a plus de ligne de transport qui existe.
Et ça, c'est où le sujet est vertueux. On a un exemple dans les 5 dernières années. Là, c'est en l'occurrence une commune de 1000 habitants qui est à proximité de Dijon. Je pourrais vous donner d'autres exemples ici, à 50 km de Lyon, sur lequel, au fur et à mesure, ça permet de reprendre d'autres types de mobilité, de limiter l'autosolisme et de remettre à la suite des lignes régulières. Et c'est ce cercle vertueux qu'on doit mettre en place. Tout ça, ça fonctionne si on a, nous, acteurs de la mobilité, la proximité avec les acteurs publics et surtout avec l'ensemble des personnes qui sont concernées par des besoins de mobilité. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on doit réaliser dans le futur. Et quand je parle d'aspects sociaux et d'aspects sociétaux, on se doit aussi, nous, de notre côté, en tant que, là encore, exploitants, d'assurer qu'on aura aussi les personnes disponibles pour assurer ces services-là. Et par rapport à ça, bon, je pense que ça a été pas mal repris sur les transports scolaires là, pendant la période estivale. On est en train de revoir complètement nos modèles. Nous, nos modèles, c'était des services continus de 8 heures dans la journée, quelques césures au niveau des services de nos équipes. On n'arrive plus à assurer le niveau d'effectifs nécessaire pour assurer ces mobilités, parce que les mobilités se développent. Donc on est en train de repenser complètement nos modèles, et pour finir par rapport à ça, repenser nos types de services, aller chercher, et j'en parlais au tout début du propos, des personnes, quand on va chercher des personnes qui sont en fragilité par rapport à l'emploi, le fait de leur faire prendre les transports publics, c'est créer aussi les vocations, si je le dis rapidement. Et l'autre point, et ça revient au fur et à mesure, et on s'en parlait tout à l'heure, là, avant, en bas dans les loges, enfin avant la conférence, hein, avec une journaliste, et ben, in fine, le sujet, c'est qu'on est en train de revenir sur des modèles anciens, où notre problème aussi, c'est d'aller trouver des vocations, et potentiellement voir comment on loge les personnes. Pour les transports métropolitains, c'est le cas de trouver des logements dans une métropole comme Lyon ou les autres. Et pour les transports en zone rurale, c'est trouver une capacité de faire venir des personnes de zone rurale et les loger autour de l'emploi. C'est ce que fait la SNCF et c'est ce qu'on va mettre en place, nous, au fur et à mesure. Merci Thomas Fontaine. Je voulais maintenant passer la parole à Lucas Chancel. Peut-être, d'ailleurs, au-delà des questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu, notamment celle des très hauts revenus, et puis les questions un peu de principe sur le travail, notamment de valorisation des services publics dans la mesure des inégalités, est-ce que c'est légitime ou pas? Peut-être aussi mentionner un travail très important que Lucas mène dans le cadre du World Inequality Lab, qui est, et ça fait le lien avec les transports, de mesurer l'impact et les émissions de CO2 en fonction de la situation sociale. Et peut-être que vous pouvez aussi, en répondant à cette question-là, nous dire les enseignements que vous tirez de ces travaux. Lucas, la parole est à toi. Merci Jean-Marc. Premier point, il a été question de certain nombre de sujets méthodologiques dans cette discussion, et c'est effectivement le lot, le quotidien des chercheurs, des statisticiens qui travaillent sur les inégalités. C'est pas toujours nécessairement tout à fait facile d'accès, il me semble, pour des personnes qui s'intéressent à ces questions, mais qui ne sont pas nécessairement expertes de ces sujets. Je voulais juste peut-être essayer de résumer très brièvement une partie des choses que l'on s'est dites sur la dimension de la mesure. Ce qu'on s'est dit jusqu'ici, c'est qu'il y a au moins 3 moyens de mesurer les revenus d'une personne, d'une famille. Les revenus qu'on pourrait qualifier de primaires, donc votre salaire avant impôt, vos revenus de la propriété, du patrimoine avant impôt. Vous avez ensuite l'opération du système fiscal et des transferts en nature, donc le système fiscal qui va vous prélever une partie de vos revenus, qui va vous verser potentiellement certaines prestations. Donc ça, c'est le niveau 2 pour mesurer le revenu d'une famille, le revenu d'un individu. Et puis, il a aussi été question dans cette table ronde d'un niveau 3 où on va tenter d'inclure, on va tenter de monétariser le service rendu par un service de santé, d'éducation, potentiellement de transport. Et puis on a aussi vu avec Thomas Fontaine qu'il y a aussi beaucoup de choses que vont permettre les services publics, notamment de transport, qu'on est encore bien loin de pouvoir monétariser, bien loin de pouvoir mesurer, et pourtant ces services sont absolument essentiels. À chacune de ces étapes, passage du premier concept de revenu au deuxième, du deuxième au troisième, on a vu l'importance du service public et des services publics en général. Et Michael nous disait tout à l'heure les chiffres auxquels l'INSEE est parvenu dans le cas de la France.
Moi, je voulais revenir sur un point qui me semble tout à fait essentiel, c'est le niveau 0. C'est ce qui va déterminer la distribution, la répartition des revenus au niveau 0 ou au niveau 1. Combien vous allez avoir de revenus du travail, combien vous allez avoir de revenus du capital. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on regarde l'ensemble des pays du monde, on compare la France aux États-Unis, la France aux autres pays d'Europe, ce qu'on observe, c'est que tout ce qui va se passer après, l'étape passant du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, est extrêmement important, mais finalement ne va pas profondément changer l'ordre des pays quand on classe ces pays sur l'échelle de qui est le plus inégalitaire à qui est le moins inégalitaire. Et ça rejoint, il me semble, un peu l'un des graphiques qui a été présenté par Michael, pour le dire autrement. Si l'on compare la France aux États-Unis, les États-Unis aujourd'hui sont beaucoup plus inégalitaires qu'un pays comme la France, parce que déjà au niveau 1, les inégalités primaires ou les inégalités de marché sont bien supérieures à ce qu'on observe en France. Et puis la France va ensuite contribuer à réduire ces inégalités, mais les États-Unis, et les États-Unis aussi d'ailleurs, via un système fiscal, via des prestations sociales, etc., différentes de celles de la France, mais en tout cas, c'est vraiment au niveau 1 que ça va se passer. C'est tout ce qui va se passer avant la distribution des revenus primaires. Et ça, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qui va jouer sur ces revenus primaires? On l'a dit précédemment, l'accès à l'éducation, est-ce qu'elle est universelle, est-ce qu'elle est gratuite ou pas? L'accès à la santé, si vous êtes en mauvaise santé, vous n'allez pas pouvoir aller travailler, vous n'allez pas pouvoir vous intégrer dans le marché du travail. L'accès au transport, parce que si vous êtes dans une zone qui est déconnectée du reste de la société, vous ne pourrez pas non plus participer aux jeux économiques. Et donc, service public sur ces différentes dimensions, il faut également ajouter le rôle d'autres types d'opérations de la puissance publique qu'on ne conçoit pas nécessairement comme un service public, mais qu'on pourrait englober dans l'ensemble des actions que peut mener l'État, comme est-ce qu'il y a un revenu minimum ou pas, qui va permettre de monter les bas salaires? Est-ce qu'il y a un système d'organisation des relations collectives, donc de syndicats, etc., qui est efficace ou pas? Donc tout ça, ça va compter sur le niveau 1. Et je voulais revenir encore une fois sur le fait que ce niveau est fondamental et extrêmement important, particulièrement quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France depuis 30 ans. Si la France et l'Europe a résisté un peu mieux que le reste du monde à cette remontée des inégalités, à cette compression des 50% du bas, des classes populaires, c'est déjà au niveau primaire que ça se passe. Et donc ça, c'est fondamental. Et dernier point sur ce sujet de mesure des inégalités liées à l'action des services publics. Ce qui a été présenté par mes collègues ici, c'est une tentative de regarder à la fois ce que vous recevez, mais aussi ce que vous payez. Vraiment regarder les deux côtés, de regarder en net, comme on dit. Combien vous allez être bénéficiaire et combien vous allez contribuer. Et sur la dimension contribution, on n'en a finalement pas tant parlé que ça aujourd'hui, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que la forte croissance des services publics dans les sociétés occidentales, et notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, s'est accompagnée de la progression de l'impôt, et notamment de la progression de l'impôt progressif. C'est-à-dire, tout le monde acceptait de payer un peu plus pour payer plus de services publics, et en même temps, le deal politique et social était que les plus aisés allaient payer encore plus que les autres via des taux d'impôt progressifs. Et ça, c'est important sur la dimension politique, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on voit qu'on a, dans certains pays, souvent un peu sous-estimé le rôle de ces services publics. On a un peu désinvesti de ces services publics. Typiquement en France, le budget de l'éducation nationale ou le budget de l'enseignement supérieur, depuis 2017, il a baissé de 10% par étudiant. La dépense publique par étudiant dans l'enseignement supérieur a baissé de près de 10%. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour refinancer ces services publics, avec quelles ressources? Et là, l'enseignement historique, mais aussi aujourd'hui l'enseignement, je pense,
politique, c'est qu'il y a un intérêt à avoir une fiscalité progressive pour financer ce type de dépenses-là. Et c'est d'autant plus justifié, cette fiscalité progressive, dans un contexte, et je termine là-dessus, sur les très aisés, on mesure encore aujourd'hui assez mal ce qu'ils perçoivent précisément des services publics, mais on mesure aussi assez mal combien ils contribuent à l'impôt. C'est-à-dire qu'on sait que les taux d'impôt des plus aisés sont plus faibles que ceux des classes moyennes, on ne sait pas exactement combien. Mais donc il y a tout un enjeu ici à rehausser ces taux d'impôt, et au passage on pourra mieux les mesurer. Ça sera un autre sujet pour une autre table ronde. Merci Lucas Chancel. Donc j'ai quelques questions du public avant de proposer à nos intervenants un mot de conclusion et d'achever notre conférence. Je vais vous en faire état. Une porte un peu aussi sur les questions qu'on a déjà évoquées, mais sous un peu différent. La gratuité des services publics pour tous ne bénéficie-t-elle pas, à ceux qui savent mieux utiliser leurs droits santé-éducation? C'est une question pendant ce temps. Toute étude suppose une exacte connaissance du revenu réel des individus que l'on étudie, l'inexacte connaissance conduisant à accorder des aides injustifiées. J'ai du mal à vous interpréter la question, mais peut-être que vous saurez mieux le faire que moi. Question très concrète, y a-t-il une cartographie spatiale de l'accès aux services publics en France? Michael Sixic pourra nous répondre, notamment. Question un peu plus principielle que je pose peut-être à Lucas Chancel, dont les travaux, les siens et ceux du Will, portent aussi sur cette réflexion un peu plus générale. Il semble que le système capitaliste a pris récemment conscience de l'importance des services publics pour appuyer le système capitalistique, avec l'idée que les services reproducteurs permettent aux activités productives de continuer. Pouvez-vous expliquer un peu la relation public-privé? Et puis, voilà, j'ai fait un peu le tour des questions. Moi, j'en rajoute une, peut-être, parce que j'ai pas eu beaucoup de succès en réponse de Lucas Chancel, mais peut-être nous dire un mot sur le lien entre inégalité et climat. J'anime une table ronde cet après-midi sur la stratégie énergétique de la France à laquelle je vous invite tous. Je fais un peu de publicité, mais parce que c'est aussi la question des services publics de transport, en réponse à ces inégalités en matière d'émissions de CO2 qui sont encore plus importantes que les inégalités en termes de revenus est importante. En tout cas, je voudrais vous inviter à voir ces travaux, et peut-être, Lucas, si tu as quelques secondes pour nous en parler, ce serait très bien pour conclure cette séance. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions, et je propose, toujours en inversant les prises de parole, à chacun de répondre en 2 ou 3 minutes. Il nous reste 10 minutes, donc d'abord Lucas Chancel. Alors très rapidement sur la question émissions, pollution et aussi contraintes vis-à-vis de la hausse des prix de l'énergie. Ce que l'on sait des différentes études, c'est que si vous regardez un certain niveau de revenus, disons les 10% du bas ou les 20% du bas, vous allez avoir une variation des niveaux de consommation d'énergie qui sont liés à est-ce que vous habitez dans une passoire thermique ou pas, est-ce que vous travaillez à 20 km de chez vous et que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture, ou alors vous travaillez juste à côté de chez vous, vous pouvez y aller à pied ou en vélo. Donc il y a une certaine variation des consommations d'énergie par catégorie de revenus. Cela dit, même si on observe ces variations, il y a une autre dimension qui va jouer, qui va être importante, qui va être forte, qui est la dimension de plus vous êtes aisé, plus vous allez consommer, vous allez avoir une surface plus grande, vous allez avoir des capacités de répondre à des besoins de chauffage plus facilement, et vous allez consommer davantage. Donc en moyenne, si on regarde ces différents groupes, les 10% du bas, les 10% suivants, etc., et qu'on monte jusqu'aux 10% du haut, on observe une croissance des consommations d'énergie dites directes avec le revenu. Ce gradient-là va être d'autant plus important que l'on va intégrer dans l'analyse. C'est comme sur la mesure des revenus, des inégalités, il y a toujours
différentes manières de calculer les choses. Si on inclut dans l'analyse vos consommations d'énergie dites indirectes, c'est-à-dire l'énergie utilisée pour produire votre colis Amazon, si vous en avez commandé un, désolé pour faire cette mauvaise publicité, mais en tout cas, si vous commandez des services, si vous commandez des biens chez vous, il y a de l'énergie indirecte qui est contenue et donc du carbone indirect. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a un gradient social relativement important sur la dimension carbone et sur la dimension énergie. Et donc, ce qu'on mesure au sein du laboratoire sur les inégalités mondiales, c'est qu'en gros, les 50% du bas de la distribution des revenus en France sont autour de 5 tonnes, 7 tonnes de CO2 par an, selon comment on mesure. Les 10% du haut sont autour de 17 tonnes jusqu'à 23 tonnes, selon comment on mesure. Donc, on a ici cette différence importante. Là où il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on est, et ça fait le lien avec une des questions qui a été posée, c'est que on est, et la puissance publique n'est pas excellente pour mesurer vraiment le taux de la contrainte précise d'un ménage particulier vis-à-vis de la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose face à laquelle on a deux options. Donc face à une flambée des prix de l'énergie, je viens de parler des inégalités de carbone, mais là on a, disons en moyenne selon les groupes sociaux, mais face à la flambée des prix de l'énergie, on est obligé d'avoir des approches qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus individuelles. Et face à ça, il y a deux manières de répondre. Soit on développe très rapidement des outils de mesure qui vont vraiment nous permettre de dire ce ménage-là habite dans une passoire thermique et doit faire 45 km par jour sous contrainte, et donc il faut lui verser X centaines ou X milliers d'euros. Ce n'est pas l'approche qu'on a prise pour le moment. Soit on arrose large et on va verser des aides de manière assez large à tout le monde, et on se dit, bon, bah, on va aussi verser des aides à des personnes qui ne sont pas en situation de contrainte, mais dans ce cas-là, il faut se rattraper de l'autre côté via l'outil fiscal pour faire payer davantage ceux qui ont moins de contraintes, c'est-à-dire ceux qui ont davantage de revenus. C'est un petit peu plus l'approche que les Allemands essayent de prendre aujourd'hui. Mais là, on a un vrai sujet sur vraiment la question de la mesure et la question de est-ce qu'on arrive ou pas à cibler les personnes qui sont les plus contraintes. Donc au-delà de votre niveau d'émission, ce qui compte encore plus, c'est est-ce que vous êtes contraint ou pas par rapport au choc énergétique, au choc sur les prix de l'énergie qui sont en train de se passer. Merci Lucas. Je passe la parole à Thomas Fontaine, peut-être pour conclure. Oui, moi, simplement, par rapport à ce qu'on a pu se dire, hein, peut-être un propos général qui est de dire que finalement, quand on voit les analyses que vous avez pu mener également, c'est de se dire que les problématiques qu'on retrouve sur les mobilités, on les retrouve également sur l'ensemble des autres services publics. Et finalement, on a une question d'intégration dans le fond. Et si on regarde globalement, nous, les enjeux qui sont les enjeux à venir, on a clairement autour de ces sujets de fragilité un enjeu de qualité de service pour que globalement les personnes qui sont fragiles face aux mobilités, mais je dirais finalement sur d'autres types de services publics, soient en capacité d'y venir et puis potentiellement d'être satisfaits, tout en garantissant la capacité et des questions enfin, de tarification ou de coût de revient dans le fond, suivant comment on les prend. Et ça, c'est des sujets, moi si je le reprends simplement sur l'angle de la mobilité, qui sont des sujets majeurs, parce que finalement, quand on regarde, et on l'a vu un peu sur les types de territoires plus ou moins denses, quand on regarde les sujets de qualité de service qui doit être assuré en face du tarif, parce que pour que ce soit attractif, il faut qu'on reste globalement sur des niveaux de prix ou des niveaux de coûts qui restent, même si enfin, il y a des politiques qui sont des politiques de tarifs modérés, mais même hors ça, il faut qu'on reste sur des choses raisonnables et tout en garantissant la capacité. Et donc là, c'est vraiment les enjeux qu'on a dans le futur et c'est ce qui va permettre de continuer, en tout cas pour les mobilités, à assurer cette part modale et le lien d'ailleurs avec ce qu'on a abordé en décarbonation et la capacité aussi à affronter des enjeux environnementaux parce qu'au-delà de l'accès aux mobilités pour les personnes fragiles, on retrouve aussi cette capacité à limiter les enjeux, enfin favoriser les enjeux environnementaux, limiter aussi l'autosolisme, je disais, ou les circulations de voitures dans certains cas qui ont des problématiques aussi de non-respect des règles environnementales. Donc c'est ça l'enjeu qu'on a, réussir un service de qualité dans le futur, la bonne capacité, mais à des tarifs, la question a été posée aussi, qui restent tout à fait raisonnables pour être attractifs. Sacré enjeu. Merci Thomas Fontaine. Peut-être, alors Mickaël Siksik, il y a beaucoup de questions que je vais reprendre en un mot. Il y avait une question sur la nécessité d'avoir une connaissance précise des revenus. Est-ce que l'INSEE connaît précisément les revenus, en tout cas suffisamment précisément pour mener, en tout cas pour que les décideurs mènent des politiques publiques
de réduction des inégalités justifiées. La question a été posée dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut faire une cartographie des services publics? Tu as répondu un peu, mais on développe des outils. D'ailleurs, je voudrais aussi, puisqu'il y a une question sur le mensonge statistique, que je réinterprète, et peut-être je poserai la question à Michael Forster, mais est-ce qu'en publiant ce genre de statistiques et en disant finalement au sens large, l'inégalité en niveau de vie est moins élevée que sur le plan purement monétaire, est-ce qu'on ne véhicule pas un message qui conduirait au fond, atténuer la question politique des inégalités et des fragilités que peuvent rencontrer les plus modestes d'entre nous. Peut-être aussi, puisque Lucas Chancel a tendu la perche sur il faudrait être capable de mesurer les prix auxquels sont confrontés les différents types de messages, puisque l'INSEE mène beaucoup de travaux en ce sens, y compris d'ailleurs face aux demandes d'aller au-delà des indices des prix agrégés. On calcule des prix par catégorie et on essaye en permanence de progresser sur ce plan-là. Et sur le plan des revenus aussi, tu pourrais peut-être nous dire un mot, puisque c'est dans les services auxquels tu appartiens, sur des approches du revenu, par exemple. On essaye de mesurer quel est ce qu'on appelle le revenu arbitral, c'est-à-dire une fois que tout ce qui est automatique et prélèvement automatique a été fait, combien il reste. Voilà, beaucoup de questions, au-delà des questions de principe qu'on a déjà abordées, sur notre capacité, au fond, à mesurer précisément la situation et du coup à avoir des informations qui permettent des décisions de politique publique pertinentes. Merci. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à toutes ces questions très intéressantes. Donc, effectivement, Lucas Lagi sur la question des revenus, il pourrait y avoir une autre table ronde, mais globalement à l'INSEE, donc je pense qu'on a des données précises sur les revenus. Sur les revenus à avoir en distribution, on peut avoir l'ensemble de la distribution des revenus, y compris les hauts revenus. Donc, on a des publications à l'INSEE sur les très hauts revenus, sur les très très hauts revenus, les 1%, les 0,1% les plus aisés. Par contre, dans l'approche qu'on a eue, donc effectivement avec Jean-Marc, avec nos collègues, pour essayer d'approcher la redistribution élargie, donc traquer à l'euro près l'ensemble des prélèvements, l'ensemble des prestations, on a besoin de beaucoup d'informations. Et là, on n'arrive pas à avoir une granularité, à aller dans le détail des revenus, des très très hauts revenus, pas encore. Donc là, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais grosso modo, et je crois que c'est indiqué par le WIL que la France a des données par rapport aux autres pays vraiment voilà, très fiables et nombreuses. Donc je vous invite à regarder sur le site de l'INSEE. Sur la cartographie des services publics, alors oui, on l'a fait. Donc c'est dans l'ouvrage Revenus et patrimoine des ménages que vous pouvez voir. Et donc du coup, on a par exemple notamment fait une carte. Donc voilà, vous pouvez voir une carte des services publics collectifs ou au niveau des établissements publics de coopération, mais on peut faire aussi à d'autres maillages territoriaux. On a aussi des travaux en cours où on va donner des informations plus précises sur cette redistribution élargie en fonction de l'âge des personnes, de la localisation. Donc ça, c'est des travaux à venir qui en 2023. Et il y avait aussi une question intéressante sur est-ce qu'il y a des gens qui utilisent mieux les services publics et donc effectivement, c'est une question intéressante. Oui, sûrement. Après, du coup, je vais parler pour moi. Comment est-ce que nous, on le prend en compte dans notre étude? En fait, plus ou moins. Un petit peu sur la santé, on arrive à avoir des informations précises sur les remboursements. Sur l'éducation, on a le fait que une personne, c'est utiliser mieux, c'est par exemple aller en prépa. En prépa, on sait qu'en classe préparatoire, on va avoir accès à en général un meilleur emploi. Et donc là, nous, on arrive à avoir des informations sur les classes préparatoires qui ont un coût, qui ont un coût pour l'État plus élevé. Donc on a ces informations-là. Par contre, on n'a pas le détail si une personne a fait Polytechnique ou une autre école d'ingénieur qui aura un coût un peu différent. Mais pareil, si une personne pour les services publics collectifs, on sait si une personne, il est dans une grande ville, s'il y a une piscine à côté par exemple, on ne sait pas si effectivement la personne utilise la piscine, va tous les jours ou n'y va pas tous les jours. D'accord ? Et effectivement, ça peut défendre du revenu.
Il y a peut-être plus de personnes aisées qui en profitent. Donc ça, par contre, c'est des choses qu'on n'a pas encore. Nous, on a le fait qu'ils sont à côté d'une piscine, donc potentiellement, ils peuvent utiliser ce service public. Mais donc là encore, il y a encore des choses à faire. Donc juste pour conclure, voilà, du coup, je vous incite à regarder les publications de l'INSEE. Donc il y a beaucoup de choses sur les inégalités, plusieurs fois par an, sur la redistribution, voilà, des ouvrages, mais aussi des publications plus courtes, des notes de blog, en fait, pour le grand public, sur les inégalités, sur la redistribution, sur la reproduction des inégalités. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Mickaël. On a aussi une nouvelle publication en ligne qui essaye de décrypter les fake news statistiques. Donc je vous invite aussi à en prendre connaissance. C'est toujours un exercice délicat pour un institut public, mais il nous a semblé que le débat public méritait d'être éclairé, qu'il était aussi de notre rôle d'intervenir sur les réseaux sociaux de cette manière-là. Je vais passer, puisque nous sommes au terme de notre réunion, la parole à Mickaël Foster. Peut-être sur cette question-là, s'il en fallait qu'une, est-ce qu'au fond, le message qu'on véhicule en disant que les inégalités sont plus faibles que mesurées habituellement quand on prend en compte les services publics, est-ce que c'est au fond, c'est pas un message contre-productif qui est passé là, voilà. Et bien sûr sur les autres questions, mais il vous reste 2 minutes. Oui, je vais essayer en 2 minutes. La réponse est effectivement que non. Au contraire, ça permet à comprendre mieux le fonctionnement de l'État social protecteur. Je vais prendre peut-être la classification de Lucas tout à l'heure. Grâce aux travaux de l'ELAB, de l'INSEE, de l'OCDE, d'autres universités, on sait très bien ce qui se passe entre le niveau 1 et le niveau 2, entre-temps. Le rôle de transfert monétaire, les comparer à travers des pays. Je pense qu'on a une connaissance gagnée des derniers 10-15 ans qui nous permet à vraiment faire des conclusions pour les politiques aussi. Par contre, on sait très peu sur le passage de 2 à 3. Par exemple, le transport, j'ai vu 3-4 études sur des métropoles, sur Londres, Liverpool, Berlin, qui sont intéressants, mais on ne peut pas comparer avec Lyon sans avoir la même méthodologie. Pour revenir aux méthodologies, et aussi sur Jean-Marc a mentionné l'utilisation de certains indicateurs provisoires pour des messages politiques qui sont, puisqu'on est en train de publicité, donc c'est dans cette publication, l'OCDE sur l'ascenseur social, on est en pleine progression de ces indicateurs, c'est-à-dire grâce par exemple aux travaux de Mickaël et de vous, de l'INSEE, on a maintenant plus d'idées sur la reproduction des revenus à travers des générations. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi des travaux, par exemple en Italie. Et partout où on utilise maintenant, on passe des enquêtes aux données administratives, je vois que la corrélation entre générations baisse. C'est-à-dire, peut-être au final, la comparaison entre pays, telle que ça a été fait il y a 4 ans, à l'OCDE, n'a pas tellement changé, mais heureusement, on sait davantage maintenant là-dessus. Je voudrais terminer avec une question, mais peut-être mettre un peu plus loin, sur l'utilisation de services publics par les classes aisées ou très aisées. Parce que sous-entendu, il y a la question, est-ce que c'est justifié que dans les pays européens, notamment, les classes très aisées bénéficient des services, par exemple en éducation, gratuits? Je pense que oui. Pourvu que, et là je rejoins Lucas, pourvu que le financement est très très progressif aussi, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc dans certains pays, comme le mien, je suis autrichien, les impôts sur le patrimoine sont vraiment minimes, et sur l'héritance inexistant. Donc il y a de quoi faire pour le financement. Mais par contre, pour le bénéfice, non, parce que on voit que les systèmes universalistes, c'est-à-dire les systèmes tels que le pays nordique, où les services publics sont accessibles pour tout le monde gratuitement,
en meilleure performance que le système dit ciblé. Ou pour le dire un peu différemment avec le mot de Tony Atkinson, des services ciblés sur le pauvre ont tendance à devenir de pauvres services. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants, merci au public, merci au public en ligne. Alors je vais vous lire une phrase de Marie-France Thuillier depuis la Martinique, donc ça fait plaisir d'être suivi depuis loin, qui remercie tout le monde et qui remercie cette conférence dynamique et d'une grande richesse. Et je voulais adresser ces remerciements à nos intervenants et puis souhaiter que vous continuez à assister aux journées économiques de Lyon. Il y a des conférences passionnantes pendant ces 3 jours. Merci à vous et bon appétit.